médecin anesthésiste réanimateur au CHU de la Timone à Marseille. Et donc, je vais vous présenter ce travail qui a été mon sujet de thèse, présenté il y a un an maintenant, qui se nomme donc Bénéfices de parcours périopératoire éco-conçu en chirurgie de la main, une étude prospective comparative par analyse de cycle de vie. Et en France, donc, le secteur de la santé, c'est 8% de l'impact carbone national. Donc, comme toute activité humaine, soignée participe à émettre des gaz à effet de serre, ce qui cause en grande partie le réchauffement climatique. Et ce lien santé-climat n'est pas univoque. Et donc, le climat va dégrader lui aussi la santé humaine par différents leviers. Et donc, l'OMS prévoit chaque année 250 000 décès supplémentaires dans le monde liés au changement climatique. C'est dans ce cadre-là que le système de soins est donc en partie responsable du dérèglement climatique, mais c'est également sa victime. Plus précisément, au sein du site de le bloc opératoire, donc ça apparaît comme un pollueur majeur dans la mesure où il y a énormément de moyens qui sont mobilisés pour faire les dispositifs médicaux à usage unique, même s'il y a usage multiple. Donc des dispositifs médicaux nombreux, des médicaments, la stérilisation, l'énergie des différents bâtiments ou encore le transport des patients, des soignants. Et donc les praticiens opératoires, les praticiens du bloc opératoire que nous sommes, ont en main a priori de multiples leviers pour essayer de changer les choses. Il y a déjà des études d'impact qui sont nombreuses, qui ont déjà évalué par exemple des dispositifs médicaux à usage unique et multiple, qui ont comparé plusieurs techniques anesthésiques entre elles, ou qui ont quantifié par exemple l'impact d'une chirurgie donnée. Ces résultats, ils nous semblent très, très intéressants, mais ils sont limités à une seule salle interventionnelle et à une seule, ou même à une journée opératoire. Et donc, c'est là qu'élargir notre vision en utilisant la notion de parcours de soins, ça nous semble intéressant pour essayer d'inclure toutes les émissions, d'estimer ainsi correctement notre empreinte et ainsi pouvoir derrière prioriser les actions. Dans ce cadre, nous avons choisi, on a décidé de se pencher sur la fracture métacarpienne, donc une fracture de la main, dans le but d'étudier un parcours périopératoire d'un soin qui est fréquent, c'est une fracture fréquente en France, et dont la prise en charge présente plusieurs alternatives qu'on va pouvoir comparer, je vais vous le montrer. Et donc notre but, ça a été de quantifier et de comparer l'impact carbone de 3 parcours périopératoires en conditions ambulatoires de fracture de métacarpe. Donc, on a inclus les patients atteints de cette fracture, qui peut être fracturée d'ailleurs d'un ou de plusieurs métacarpes, traités de manière chirurgicale par une seule technique d'ostéosynthèse, et ce, sous anesthésie loco-régionale, un bloc d'anesthésie qui s'appelle le bloc axillaire, en conditions ambulatoires. Le protocole a été approuvé par un comité d'éthique, celui de l'ASFA. Cette étude, elle a été observationnelle. Ça laissait donc à la discrétion du chirurgien le choix de l'ostéosynthèse, selon ses habitudes, selon le type de fracture. Et donc, c'est ce qui est schématisé ici. Il y a 3 types de techniques qui étaient possibles. En A, à gauche, l'embrochage centromédulaire dans l'axe de l'os. En B, l'embrochage intermétacarpien. Et en C, la voie dite ouverte, qui est le vissage de plaque, une pose de plaque avec des vis. Une fracture, 3 interventions différentes qui vont être à l'origine de 3 parcours de soins différents. Et donc, de la fracture jusqu'à la guérison du patient, le suivi des patients nous a révélé jusqu'à 7 étapes qui forment notre parcours de soins. Bien sûr, ça commence par le passage aux urgences, la consultation chirurgicale anesthésique et chirurgicale, la journée d'hospitalisation ambulatoire où il y a la chirurgie d'ostéosynthèse, la consultation chirurgicale qui la suit, et éventuellement une deuxième hospitalisation pour ablation de matériel d'ostéosynthèse, retrouvé plus loin sous l'acronyme AMOS, AMOS, et ensuite des consultations chirurgicales post-AMOS. Et donc, dans chacune de ces 7 étapes, on a fait un travail où on a listé tous les flux utilisés, les matières et les énergies, et c'est ça le travail d'inventaire de flux, c'est de récolter toutes ces données. Et on a notamment recueilli donc, les dispositifs médicaux, les médicaments utilisés, la consommation des appareils électriques, la consommation des centrales de traitement clair du bloc, l'habillage des patients, des soignants, l'eau et l'énergie nécessaire à la stérilisation. Pour chaque trajet, le patient a indiqué son lieu de départ, son moyen de transport. Le contenu des ordonnances a été relevé. Donc ça, c'est ce qui a été recueilli. En revanche, pour maintenir une cohérence avec ce qu'on avait pu trouver dans la littérature et aussi devant le très grand nombre d'acteurs de soins qui sont nécessaires sur tout le parcours de soins, nous avons exclu le transport des soignants. On a également exclu les immobilisations. C'est ce qui s'appelle immobilisation, c'est tout ce qui se trouve sous la construction des bâtiments et des équipements médicaux lourds, ou encore le processus de fabrication des médicaments et des dispositifs médicaux, uniquement lorsque ces informations étaient manquantes, dans le cas où on n'avait pas accès à ces informations. Ces données, elles ont été traitées par une méthode d'analyse de cycle de vie, vous devez connaître ACV, dont l'approche quantitative est le rendu selon plusieurs critères environnementaux. On fait une référence dans le domaine. Et donc, l'objet de l'étude, dans ce cadre d'ACV, elle est décomposée en 5 étapes de vie: extraction des matières premières, fabrication, distribution, utilisation et fin.
fin de vie. Et donc, pour chaque flux de l'inventaire que j'ai cité tout à l'heure, des données ont été recueillies via des pesées directement des objets, via les fiches techniques des produits. On a contacté les fournisseurs, on a mesuré directement des fois des consommations énergétiques en observant la destination des déchets également. Et donc, en ajoutant les données que je viens de citer à l'inventaire de flux dont on a parlé tout à l'heure, on obtient un inventaire de cycle de vie. Et cet inventaire de cycle de vie, grâce à un logiciel qui s'appelle CIMAPRO, une base de données associée, permet de convertir à cet inventaire en impact environnementaux. Ces impacts, c'est une ACV conclut selon 18 impacts environnementaux, dont le changement climatique, c'est pas le seul, qui lui est mesuré en équivalent dioxyde de carbone. C'est l'impact le plus fréquemment étudié, c'est celui qui a répondu à notre question principale. Il y a 17 autres impacts dans cette ACV qui permettent d'appréhender plus largement l'empreinte de nos activités. Et donc, à partir des 3 parcours de soins qu'on a dit standards, 3 parcours de soins, je rappelle, qui découlaient de 3 ostéosynthèses différentes. Donc, ces 3 parcours de soins standards, on a essayé de réfléchir, d'essayer de faire des hypothèses, de réfléchir à des pistes d'optimisation environnementale et on a modélisé des parcours hypothétiques, éco-conçus. On a ensuite étudié selon une seconde ACP. Et donc, ces pistes, ces axes d'éco-conception, ils ont porté sur 7 sujets, sur les transports, la baisse des transports des patients, l'habillage des patients, la façon de perfuser les patients blocs, la façon de faire cette anesthésie régionale, la déperfusion chirurgicale, l'antalgie post-opératoire et enfin un réchauffement bloc opératoire. On a vérifié que ces changements étaient cliniquement équivalents. Hein, que le patient ne dégrade pas sa prise en charge par ces changements et ce, on l'a fait grâce à des recommandations pratiques qu'on a pu trouver. En guise d'exemple, là, je vous mets rapidement pour en reparler si vous voulez à la fin, je vous ai mis les autres, mais pour l'anesthésie loco-régionale, on a regardé quel matériel était utilisé, on a regardé les alternatives possibles. Et donc, typiquement, on a incrémenté, on mettait de l'oxygène à tous les patients par des lunettes simples lors de cette anesthésie loco-régionale périphérique. C'est pas indiqué. Donc, typiquement, ça, on l'a totalement supprimé. On a préféré le choix stérile à un plateau plastique jetable. Une antisepsie par la chlorhexidine alcoolique a remplacé celle à la povidone iodine-alcoolique. Et pour finir, on a fait une analyse économique assez sommaire. On a recueilli le prix des séjours facturés par l'hôpital pour obtenir le prix des parcours de soins et ainsi pour les comparer. Nos résultats. Donc de septembre 2023 à février 2024, on a inclus les 11 premiers patients successifs dans chaque parcours de soins. Au total, 33 patients donc inclus dans notre étude. C'était très majoritairement des hommes, 80% d'entre eux, un âge médian de 31 ans et sans comorbidité sévère. Certaines étapes suivies par les patients, ce sont les 7 étapes que vous trouvez sur cette ligne, certaines étapes étaient donc différentes selon le parcours de soins. Et ça, c'est une donnée importante qui va conditionner nos résultats. En effet, les patients du parcours C, donc qui ont eu une pose de plaque, ont nécessité moins d'interventions d'ablation de matériel. Seulement 2 des 11 patients dans ce groupe ont été réopérés pour retrait de matériel, alors que la totalité des patients des parcours A et B ont eu une deuxième opération. L'analyse économique montre que le parcours C est le plus économique, 1 500 euros, 1514, contre près de 3 000 euros pour les 2 parcours A et B. Nos principaux résultats, c'est ici. On y retrouve donc dans nos 3 parcours de soins en abscisse A, B et C, et donc avec des couleurs un petit peu plus claires, les versions éco-conçues en couleur plus claire. En ordonnée, vous retrouvez l'impact carbone. C'est donc le parcours standard C, celui tout à droite en bleu, qui provoque l'émission de 78 kg d'équivalent CO2, qui est le plus sobre, qui est le moins émetteur. Il est associé donc à un impact carbone moindre en comparaison aux 2 parcours, A 127 et B 126 kg de CO2. Dans chacun des 3 parcours de soins, on voit que appliquer nos mesures d'éco-conception et passer sur les parcours éco-conçus diminue l'empreinte carbone. Tous les résultats que je viens de vous citer sont statistiquement significatifs. Ici, ce sont les mêmes résultats présentés un petit peu différemment, toujours le même code couleur, rouge, vert et bleu, et donc les 7 étapes en abscisse des parcours de soins. C'est intéressant parce que si on se focalise sur l'ostéosynthèse, je vous ai mis ici, c'est dans une chirurgicale l'étape, on va dire, principale. Et donc, si on se focalise uniquement sur l'ostéosynthèse, c'est dans le parcours A, standard A, que l'impact est plus faible. On voit une différence minime, mais qui est quand même statistiquement significative. En revanche, ce sont les 2 dernières étapes, l'étape d'ablation de matériel et l'étape de consultation chirurgicale post-ablation de matériel, qui sont les moins impactantes dans le parcours C, avec cette fois-ci un avantage, une baisse importante de l'impact carbone pour ces 2 étapes, pour le parcours C. Une troisième façon de présenter les mêmes résultats selon 12 postes d'émission différents.
transport des patients, stérilisation, médicaments, etc. Vous les retrouvez à droite. Et donc, ici, vous avez uniquement le parcours le plus sobre, enfin les parcours les plus sobres, le parcours par C à gauche et le parcours éco-conçu C à droite, qui sont présentés pour un peu plus de clarté, et donc une répartition par poste d'émission. On voit la répartition, c'est la catégorie transport des patients, notre parcours de soins ambulatoire, qui est le plus impactant. Transport des patients, dispositifs médicaux à usage unique en rouge, et dans une moindre mesure, le contenu des ordonnances en vert, qui sont les principales sources de pollution, à eux trois. Ils représentent près de 80% de l'impact carbone du parcours traversé. Le parcours éco-conçu C permet une baisse de l'impact carbone du parcours C de l'ordre de 25%, donc gain de 25%, et ces gains sont majoritairement réalisés dans la catégorie transport des patients. L'environnement ne se limite pas à un bilan carbone. Qu'en est-il des autres impacts environnementaux étudiés par l'ACP? Eh bien, ce sont également les parcours C, donc standard et éco-conçus, qui ont les empreintes les plus faibles. Au vu de ces résultats, le parcours C, donc si on résume, c'est donc le plus écologique. C'est celui qui évite une réintervention chez 80% des patients, et il s'avère que c'est également le plus économique. Une relecture des données cliniques et radiologiques de nos 33 patients a été demandée à l'équipe chirurgicale, en aveugle des conclusions que je viens de vous citer. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas que le parcours C était le plus bénéfique économique et écologique. On leur a posé cette question, ils ont relu les radiographies et les dossiers des patients, et on leur a posé la question suivante: quel patient ayant bénéficié d'un parcours A ou B, donc d'un embrochage, aurait pu être ostéosynthésé par vissage de plaque C, tout en gardant une qualité de soins équivalente? Selon eux, 46% des embrochages centromédulaires et 9% des embrochages intermétacardiens auraient pu être opérés par plaque. Et donc, on fait une petite extrapolation, appliquer ce taux de changement de technique et généraliser en plus les mesures d'éco-conception, passer aux versions éco-conçues pour les 3 parcours de soins, ça permettrait chaque année de libérer 14 créneaux opératoires, de diminuer les émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 25% et d'économiser plus de 20 000 euros seulement dans notre centre, et ce, tout en conservant la même qualité de soins. Discutons un petit peu de ces résultats. Le fait de favoriser un acte sur un autre pour des raisons non cliniques est le premier point que je vais aborder, au même titre que réaliser des économies de santé, éco-concevoir un soin, ça peut s'envisager qu'à qualité de soins équivalente. Et donc, dans notre cas, les 3 techniques d'ostéosynthèse font partie des options thérapeutiques du chirurgien qui opère une fracture de métacarpe. Souvent, une technique est d'ailleurs supérieure aux autres, aux patients, mais parfois, on a vu en voyant les données, mais parfois, plusieurs alternatives sont discutables, et c'est alors que nos conclusions peuvent aider le chirurgien à choisir une fixation par plaque. Second point, c'est l'approche en parcours de soins qui nous semble être gage d'une exhaustivité indispensable à ce type d'étude. J'en veux pour preuve là nos résultats. Je vous remets les résultats par étape. Par étape. Et donc, nos résultats montrent qu'une analyse isolée de l'étape d'ostéosynthèse aurait conclu à un minime avantage du parcours A. Donc, un avantage à un parcours A plus sobre. Nous aurions omis que choisir cette technique induit systématiquement une intervention d'AMOS et donc un impact finalement supérieur au parcours C. L'ACV, c'est donc la méthodologie de référence pour évaluer précisément les impacts environnementaux d'un bien ou d'un service. Et pourtant, analyser un parcours en l'appréhendant dans son entièreté comme on l'a fait, ça a été un travail complexe, extrêmement long, et qui nous semble un peu difficile à répéter pour tous les parcours de soins, du système de soins de santé, et surtout dans le délai qui nous est imposé par l'urgence climatique. Donc, on propose plusieurs pistes de réflexion pour faciliter ce type d'études. D'une part, s'accorder déjà sur une méthodologie standardisée pour pouvoir comparer nos études les unes avec les autres. D'autre part, créer une base de données nationale en accès libre où on pourrait trouver les impacts environnementaux des différents produits médicaux. Ce serait extrêmement intéressant. Ça permettrait aux praticiens d'y consulter les impacts des produits qui prescrivent. Ça permettrait aux chercheurs d'y trouver des données intégrées dans l'évaluation de leur parcours de soins. On pourrait aussi conceptualiser un peu les parcours de soins comme des modules, des blocs dont l'impact serait évalué très précisément, comme on l'a fait là, et ensuite, on pourrait un petit peu piocher pour évaluer le parcours de soins adapté à son centre. Donc, la recherche dans ce domaine, elle est florissante, et les destinataires de ces études, ça va être les soignants, d'accord, qui doivent s'enquérir de cette problématique, selon moi, pour changer leur pratique quand c'est possible. Mais ça s'adresse au moins autant aux décideurs locaux, qui sont locaux et nationaux d'ailleurs, qui sont les seuls vraiment en mesure de décider de changements systémiques qui sont encore plus efficaces pour réduire les émissions. Ça peut être des plans de mobilité, des politiques d'achat pharmaceutique plus durables, ou des travaux de rénovation thermique des bâtiments. Notre étude, à notre connaissance, c'est une
c'est la première étude d'impact environnemental d'un parcours de soins périopératoire dans son ensemble. Le périmètre étudié était large, on a inclus des postes d'émission moins évidents. Ces émissions, elles ont été recueillies prospectivement et analysées donc, par cette technique d'ACV qui est normée, qui est reconnue. Et enfin, les mesures d'éco-conception dont on va discuter, elles ont été pensées par des médecins et ce qui a permis de vérifier leur non-infériorité clinique, donc l'équivalence pour patient, ce qui donne, je pense, une place aux médecins dans ce type de recherche. La principale limite qui nous semblait être présente, c'est une potentielle insuffisance de suivi. C'est-à-dire, je m'explique, c'est le fait de retirer le matériel, notamment de plaques dans le parcours. On peut imaginer que ça peut avoir lieu plusieurs années après sa pose. Or, nous, notre suivi était limité à 6 mois. Vous pouvez légitimement se dire qu'on aurait pu conclure à tort un avantage du parcours. C'est parce qu'on aurait pu manquer certaines de ces ablations de martèle, de ce thèse. Et on a voulu vérifier ça et on est retourné dans les registres opératoires des 3 dernières années, dans notre centre en tout cas, et on a mesuré le taux d'ablation matérielle pour les plaques. Et donc, on a retrouvé un taux quasi équivalent, 21% des plaques posées dans les 3 années, en tout cas, a été retiré, contre nous, dans notre étude, 18%, donc 2 patients sur 11, ce qui a finalement conforté nos conclusions. Pour conclure, donc, suite à une fracture de métacarpe ostéosynthésée par plaque conduit au parcours de soins qui a l'empreinte environnementale la plus faible, le fait d'appliquer nos mesures d'éco-conception va diminuer de 20 à 25% selon le parcours l'impact carbone, et ce, tout en garantissant une qualité de soins équivalente. Le parcours de soins, donc, par sa vision exhaustive de la prise en charge, permet d'évaluer, il me semble, précisément les impacts du système de santé sur l'environnement.